J'espère que je ne vais pas aller dans les redondances. Le grand danger, c'est les redondances. Pour dire d'abord quelque chose qui me semble utile, il faut rendre un hommage appuyé à Sidi Hakim Belrah et à ceux qui ont soutenu fermement cette action, qui ont persévéré et qui continuent à persévérer, dans la mesure où Sidi Hakim Belrah est bien sûr par sa formation est docteur en mathématiques. C'est une opération qu'il a commencé il y a 25 ans. Nos convictions, c'est l'amont. On ne peut pas parler d'économie numérique sans consolider l'amont, c'est-à-dire les mathématiques. C'est pour ça que la présence parmi nous de Si Ahmed Senri, qui est un grand matheux, avec Tata Tchek, qui est le doyen de la faculté des maths, est très précieuse. Et elle est indispensable, c'est-à-dire consolider l'amont. Et je crois que, de ce point de vue-là, l'Algérie a commencé à progresser, si on commence à voir l'engouement pour les mathématiques. Alors que nous-mêmes, on avait fait une étude il y a un certain nombre d'années pour le gouvernement, et on s'est aperçu que les jeunes fuyaient les filières mathématiques. Et donc, le retour aux mathématiques, c'est l'amont. Et le Maghreb a dans ce domaine aussi bien l'Algérie, le Maroc que la Tunisie. D'ailleurs, nos amis français l'avaient très bien compris et avaient institué, les années 2007, ce qu'on appelle TAM-TAM, tendance actuelle, Tunisie, Algérie, Maroc, et réunis à Tipaza pour essayer de récupérer les meilleurs mathématiciens. Et Si Ahmed Senri et Si Benzer, on connaît bien un peu cette situation. Donc un hommage très appuyé pour ses convictions et cette croyance dans l'avenir. Bon, le deuxième élément, je crois que lorsqu'on fait une réunion, il faut absolument s'interroger sur les concepts pour communiquer. Le concept de FinTech, moi-même, je suis un peu périmé. Les FinTech, j'ai demandé, comme je le disais la dernière fois, à un jeune collègue de Wharton et un autre de London School of Economics, je leur ai dit, dans les FinTech, vous mettez quoi comme enseignement? Il m'a dit, écoute Ali, les FinTech, on enseigne, bon, je vais citer les trois choses, les cryptocurrencies, on enseigne également le robot advising, et on enseigne également tout ce qui est algorithme trading. Bon, je me suis dit, mais que se passe-t-il? Mais c'est un autre monde. Donc s'interroger un peu sur le concept à utiliser. Je crois que c'est très important pour nous, pour toujours rechercher l'humilité. Bon, la troisième chose, c'est que souvent on dit on n'est pas écouté. Or, aujourd'hui, la réflexion et la production intellectuelle, je ne dirais pas qu'elle est stérile, qu'elle soit faible, mais qu'elle manque de densité. On n'a pas d'articles dans les revues comme Journal of Finance, Journal of Economics. Le problème, ce n'est pas les décideurs qui n'écoutent pas. C'est que ce que proposent, c'est encore très artificiel, très superficiel, très redondant. La meilleure preuve, c'est qu'il faut tenir compte de la sociologie de l'Algérie. Nous savions qu'il y a une relation établie entre l'investissement et la croissance. Et on avait noté dans les années 2008-2009 qu'on avait fait beaucoup d'investissements, mais la croissance ne suivait pas, parce que la productivité globale des facteurs n'y était pas. C'est-à-dire, je pense que l'ONS n'est pas là, mais on avait fait une petite étude en 1962 et sur 50 ans, et on a vu que la part de la formation dans l'investissement était de 1%, moins de 1%, alors qu'elle aurait dû être de 20 ou 25%. C'est-à-dire qu'on est allergique à la formation. C'est-à-dire qu'on a à la fois relation investissement-croissance, mais on a le paradoxe de Solow. Paradoxe de Solow, les années 60, vous connaissez ce prix Nobel, ils avaient investi énormément, mais la croissance ne suivait pas.
parce que les gens n'étaient pas formés. Et je crois que là, il y a un problème culturel. Alors, pour vous dire que ce qui est fait aujourd'hui, réflexion, est une réflexion encore qui est peu convaincante, je ne parle pas d'ici, de l'université et d'ailleurs, il faut les soutenir, c'est que chaque fois, quand j'étais aux affaires, chaque fois qu'on avait une réunion, nos éminents collègues, distingués collègues, proposaient la création d'institutions ou de lois. Or, la création d'institutions ou de lois, ça complique les choses. Mais j'ai remarqué aujourd'hui que même les articles publiés par certains collègues, ils se terminent par créer une institution. C'est-à-dire une inflation des institutions. Or, le problème, c'est comme le dit si Hakim, c'est aller vers gérer l'existant, c'est la gouvernance, c'est élargir le consensus autour de minimum d'exigences, comme dit de Boissieu, pour lui rendre hommage. Hein. Et alors pour nous, le problème qui se pose, c'est comment cette tendance, irréversibilité de la numérisation dans le monde, avec une adaptation de la régulation, et quels sont les écueils chez nous. Donc ce qui nous intéresse, c'est les écueils, puisqu'on raconte la même chose depuis un certain nombre d'années. Ben, le premier élément, c'est que la numérisation est irréversible parce qu'elle réduit l'information asymétrique. C'est-à-dire l'information asymétrique, les gens qui sont économistes savent, comme George Akerlof, qui est prix Nobel 2001 avec Stiglitz, s'est intéressé à l'information asymétrique. Et les présidents d'assurance qui sont avec nous savent très bien l'adverse selection et le moral hazard. Donc, le fait d'aller vers la numérisation, ça engendre la diminution des coûts et ça donne un contenu concret à la concurrence pure et parfaite qui ne devient plus théorique. C'est-à-dire que vous allez vers une élasticité de la demande infinie. La réduction un peu de tous ces aléas, c'est un peu un mouvement historique qui est inéluctable. La deuxième, c'est que le pouvoir, aujourd'hui, la richesse n'est plus dans les données matérielles, mais c'est la richesse des données. Or, la richesse des données, ça implique, comme vous l'avez dit dans les blockchains, de mettre des données, mais ne plus les manipuler. C'est accepter le pouvoir de la machine à la place de l'homme. Or, les gens qui détiennent cette manipulation, il faut leur donner une contrepartie. Donc, la réflexion qu'on attend, c'est à ce niveau-là. Comment faire en sorte, sinon on va pédaler à côté de la bicyclette. C'est pas normal, parce qu'il faut quand même capitaliser. Ce pays a une expérience. Dans les années 2000, on a passé un tofu au plus haut niveau à distinguer ce qu'on appelle l'identifiant commun. On n'a pas pu identifier le NIF et le NIS. Pour des raisons objectives. Et on est au même point. On a le NIF, on a le NIS et le NI. Donc, ça, c'est un peu une donnée. La troisième élément, c'est la donnée objective. C'est qu'aujourd'hui, avec la numérisation, on a accès à la meilleure technologie, the last. Donc, il n'y a plus la technologie moyenne. Et l'Asie en bénéficie fortement. Évidemment, le mode de régulation, aujourd'hui, s'est modifié. Puisque vous avez vu, mon ami Tahmani, l'ancien PDG de la BRA, lui, il parle toujours de William Phillips. William Phillips, ça fait maintenant 50 ans qu'on n'en parle plus. Aujourd'hui, on est sur les Nehru, sur le Phelps, et sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de relation bien établie pour utiliser le taux d'intérêt vis-à-vis du taux de chômage. Donc cette question-là, ça incite à beaucoup d'humilité. Et les banques centrales, vous avez vu que les banques centrales aujourd'hui vont avoir, dans les pays occidentaux, une indépendance un peu réduite à la Jérôme Powell. Jérôme Powell, qui est un brillant juriste, mais qui sera probablement reconduit parce qu'il a signalé un peu avec humilité le danger du temps 30 de 2013, c'est-à-dire qu'il ne peut pas. La création monétaire, il faut absolument la continuer. Il faut aller vers la dette un peu maintenue au niveau de l'actif des grandes banques centrales. Il a acheté déjà 4 000 milliards de dollars de bons
du Trésor et de bons sur les activités privées, les maintenir dans l'actif. Et ça, c'est une question, ça montre un peu l'humilité qu'on a. Alors pour nous, ce qui est très important, c'est le Mendel-Fleming. Le Mendel-Fleming, c'est-à-dire utiliser deux outils par rapport à trois, taux d'intérêt, taux de change, mobilité des capitaux. Vous verrez que le taux d'intérêt ne sert à rien pour des pays comme nous. La mobilité des capitaux, aujourd'hui, vous ne pouvez pas contrôler les capitaux. En allant vers les actifs numériques, dans les 10-15 prochaines années, les régulateurs ne pourront pas, ça il faut le signaler, il faut avoir le courage de le signaler, n'auront pas à leur disposition la possibilité de contrôler le mouvement des capitaux. Voilà l'alerte qu'il faille donner aujourd'hui. Si ce message est parvenu, c'est-à-dire que les actifs numériques, et avec un peu les cryptocurrencies, les monnaies virtuelles, on ne pourra plus contrôler le mouvement des capitaux. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, les écueils chez nous, les écueils, vous les connaissez. Il ne faut pas faire semblant de ne pas les voir. La première, je parle sous l'autorité de monsieur le gouverneur de la Banque centrale, et elle est très simple. L'indicateur qui m'intéresse, c'est la part de la monnaie fiduciaire dans la masse monétaire M2. Vous avez vu qu'on a essayé de la réduire, on a toujours parlé. Il faut garder sa crédibilité. Depuis 20 ans, même plus, mais 20 ans, on parle de réduire l'économie informelle, c'est-à-dire financée par la monnaie cash. Or, elle était de 26-27%. Lorsqu'on a mené l'opération de 7%, elle a augmenté à 32%, mais actuellement, elle se situerait au niveau de 35%. Et donc, je plains les décideurs, je plains les régulateurs. Comment réguler une économie? Vous avez plus d'un tiers de la masse monétaire qui vous échappe totalement. C'est-à-dire que le taux d'intérêt ne sert plus à rien. Il ne faut pas avoir peur. Il faut le signaler. Donc ça réduit la marge de manœuvre à ce niveau-là. Et donc ça, c'est une question. Or, l'ennemi de la numérisation, c'est le cash. L'ennemi de la numérisation, c'est le cash. La deuxième, vous la connaissez. Donc, comment? Ça veut dire qu'il faut rétablir la confiance, mener une réflexion très approfondie sur la confiance, comment renforcer la confiance dans l'économie, comment élargir le consensus. La deuxième, vous la connaissez, c'est ces histoires de financement trésor, c'est-à-dire au-dessous de la ligne, c'est-à-dire que ce n'est pas un déficit budgétaire, c'est un déficit trésor. Déficit au-dessous de la ligne, donc vous savez ce que c'est, vous êtes tous des grands financiers, et au-dessous de la ligne, alors, si vous avez financé pour les réévaluations sur une quinzaine ou vingtaine d'années, vous avez 12 000 milliards de dinars de réévaluation globale, 8 500 pour les réévaluations et le reste subventions. Bon, ce qui intéresse, pour faire court, c'est les subventions. Alors, tant que les subventions ne sont pas ciblées, ne sont pas adressées aux bénéficiaires, mais sont adressés aux entreprises. Et on est d'accord au moins sur ça. Lorsque je subventionne son Elgaz, notre brillant ami, c'est Ali Hached, qui connaît l'énergie, parce que dans la salle, j'ai vu qu'il y a, des gens qui ont une valeur intrinsèque indiscutable. Je ne sais pas, lorsque je finance son Elgaz, ça je connais relativement bien ce problème, si on finance le prix de l'énergie, ou si on finance la gestion, ou entre guillemets, la mauvaise gestion de son Elgaz. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que vous financez, on peut subventionner, mais on ne subventionne pas des entreprises qui ensuite doivent livrer un produit à un prix plus bas. Parce que là, nous allons financer le gaspillage, la non-maintenance, l'absence de maintenance. D'ailleurs, dans tous les pays arabes, il n'y a pas de maintenance. C'est la grande question historique qui se pose. Et vous excluez ce que Stiglitz appelle, et je suis convaincu par ça,
l'absence d'accountability, l'absence de redevabilité. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de redevabilité, tant qu'il n'y a pas de bilan, il ne peut pas y avoir de numérisation de l'économie. La numérisation, l'obstacle majeur de la numérisation de l'économie, c'est la redevabilité. Donc, il faut absolument aller avec tous ces efforts qui sont effectués en amont sur les mathématiques, aller amener les gens à être redevables. Tant que les gens ne sont pas redevables, et le troisième écueil, vous les connaissez. Le troisième écueil, c'est avoir un appareil d'information crédible, c'est-à-dire avoir une OMS. Il y a des tentatives qui ont été faites en 2008 avec l'INSEE, faire un diplôme de très haut niveau, qui n'ont malheureusement pas abouti malgré la collaboration. Donc même nos partenaires français n'ont pas finalement, ne nous ont pas suffisamment soutenus sur cette question-là. Parce qu'il y a des résistances à ce niveau-là de mise en œuvre. Les résistances de mise en œuvre sont des résistances qui existent. Donc si on arrivait à aller vers la redevabilité et aller à réduire la monnaie fiduciaire, bientôt dans des pays, la Grande-Bretagne, le cash ça coûte cher, parce qu'il faut le gérer. Il y a la sécurité, le risque. Personne ne veut du cash. Ils ont des moyens de régulation de l'économie. Vous avez vu, pour faire simple, vous avez vu que les camionneurs, ils ne livrent pas les pompes d'essence. Il faut 3 heures pour s'alimenter en carburant. Vous avez vu que tous les profs des grandes universités vont au travail en vélo, en bicyclette. Donc ils s'adaptent. Et là, le problème, c'est comment améliorer l'agilité de l'esprit et bénéficier de ces opportunités qui est un mouvement historique dans le monde et réduire les rigidités et les tabous et les dogmes. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. J'espère ne pas avoir fait trop de redondance en essayant de vous parler très franchement avec beaucoup d'expérience, surtout entre guillemets capitalisée, les obstacles, parce que j'ai toujours été marqué par le fait, chaque fois qu'il y avait un problème, je crois que ça continue, je me disais, les gens proposaient une loi, il y a certains éminents ministres qui s'évaluaient en fonction de nombre de lois adoptées. Or, souvent la loi, elle me complique le problème. Mais avant, on avait de grands sociologues, Allah yarhamhum, qui m'ali Kens, qui m'Abd Qadir Jarnoul. C'était des grands. Et ces grands sociologues, avant de faire un texte, il faut connaître la société. Et souvent, le texte que vous faites complique le problème. Donc, arrêtons de faire des textes qu'on dit, un clin d'œil pour Mordine Ben Issaad, qui est président de la Ligue des droits de l'homme, qui est ami également à notre ami Mohamed Issaad. Il disait, arrêtons de faire les lois, appliquons celles qui existent. Et la meilleure manière de noyer un problème, mais ce que j'ai noté, c'est que même des gens qui étaient dans des institutions internationales, que j'aime bien, proposent la création d'institutions. Comme si les institutions qu'on avait, les banques, etc., or les banques, est-ce qu'une banque algérienne peut être comparée à une banque universelle? Je ne sais pas. Merci, monsieur le gouverneur, de me conforter. C'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, les meilleurs matheux vont dans les banques. Alors, les banques, elles recrutent combien de matheux? Combien de génies en mathématiques? Aller vers la modélisation, vers l'universel. Donc continuons à travailler en amont et surtout ayant conscience de nos limites. Voilà, je crois qu'on a besoin d'humilité. Il n'était pas pour moi la prétention de venir
je ne connais rien, je me pose des questions. Et je voulais soumettre à votre appréciation ces questions, pas plus. Il ne m'appartient pas à moi de venir faire la leçon ou loin de moi. La vérité, elle est là où elle est. Nous ne la détenons pas, donc essayons d'aller progressivement, mais essayons de faire un bon diagnostic. Essayons de faire un bon diagnostic et de reconnaître nos limites. En tout cas, les instruments d'analyse qu'on propose sont des instruments d'analyse désuets et qui ne correspondent pas aux réalités vécues. Or, personne n'est suffisamment compétent pour changer le monde. Le monde est ce qu'il est. Donc, essayons de débattre et d'aller progressivement. Je crois que la tendance de renforcer les mathématiques partout, ça fera de nous, Inch'Allah, d'avoir une présence sur le numérique dans 20 ans, là. Mais en tout cas, le pouvoir de négociation dans les 10 prochaines années dans le monde, il faut qu'on le dise, va évoluer. Il faut convaincre les décideurs qu'on ne peut pas agir de la même manière, de manière continue, mais avoir des arguments solides, des études solides, et avoir la capacité d'avoir des idées qui s'imposent, et non pas des idées... Et là, je dois reconnaître qu'on est en déficit très sérieux. Merci beaucoup.